Bonjour et bienvenue, chers adeptes de beaux-arts. Aujourd'hui, nous allons quitter temporairement le monde de la peinture pour nous pencher sur sa discipline sœur, la sculpture. On a souvent vu des artistes exceller dans les deux disciplines. Je pense ici à Michel-Ange. Comme tout le monde sait, la peinture, c'est le monde de la couleur et des formes. La couleur peut être produite par divers médias, tels l'huile, la gouache, le fusain, l'acrylique et autres. La peinture est normalement appliquée sur de la toile, mais elle peut l'être aussi sur du bois ou du masonite. Les limites de la peinture se trouvent dans le fait que c'est un art bidimensionnel. Même si les peintres maîtrisent les lois de la perspective, il n'en demeure pas moins que leurs tableaux sont plats. La sculpture, quant à elle, fait très rarement usage de la couleur. Alexander Calder, qu'on verra aujourd'hui, l'a fait, mais c'était une seule et unique couleur. Les matériaux utilisés sont de valeur très variable à partir de la glaise, du plâtre, du bois, de l'acier, de la fonte, du bronze, allant même jusqu'à la pierre et au marbre. L'avantage premier de la sculpture, c'est de faire usage de la troisième dimension. Elle peut être vue sous tous ses angles et on doit en faire le tour complet pour bien l'apprécier. Les sculpteurs exploitent la transparence et les textures naturelles de leurs matériaux. Allons voir maintenant le plan de la conférence d'aujourd'hui. Alors, nous allons commencer avec le Britannique Henry Moore, puis l'Espagnol Jaume Pienza, l'Américain Alexander Calder, le Québécois Armand Vaillancourt. Puis nous allons explorer le mouvement du moi qui est l'art cinétique. Nous allons poursuivre avec l'Italien Lorenzo Bernini, la Française Camille Claudel. L'info techno du mois, ça va être le contrapposto. Et nous allons conclure avec le Flamand Adrien de Vries et le Suisse Diego Giacometti. Oups, excusez. Alors, on commence avec M. Henry Moore, qui est né en Angleterre en 1898 et qui est décédé en 1986. On le voit ici dans son atelier. Il est issu d'une famille de mineurs et est devenu célèbre grâce à ses grandes sculptures abstraites en bronze ou en marbre. Paradoxalement, Moore a réussi à introduire une forme particulière de modernisme en s'inspirant des civilisations anciennes. Entre autres, il s'est inspiré des styles assyriens et babyloniens qu'il a pu observer au British Museum. Plus tard, l'art maya a eu une influence aussi sur sa production. Ses œuvres ont atteint une cote très élevée après la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, Moore vivait modestement, car la plus grande partie de sa fortune allait dans la fondation Henry Moore, qui contribue à soutenir l'éducation et la promotion artistique. La plupart des œuvres de Moore représentent une silhouette couchée, souvent féminine, parfois percée d'un rond, surtout à compter des années 60. Moore a été inspiré par cette sculpture maya, connue sous le nom de Chacmoul, dont il avait vu une reproduction à Paris en 1925. De plus en plus monumentale et aussi abstraite, parfois même désarticulée, ces sculptures ont fait l'objet de commandes officielles telles sont Dallas, qui est longue de plus de 12 mètres, qu'on voit ici. En 1928, il accepte à contre-cœur une commande de l'architecte Charles Holden pour créer un relief à insérer sur la façade des bureaux du métro londonien. Moore a déclaré « J'ai accepté de sculpter ce relief sans le moindre désir de me livrer à ce genre de sculpture. J'étais jeune, et quand on est jeune, on se laisse facilement convaincre qu'un travail qui ne vous convient pas est un problème que l'on refuse d'affronter. » Vent d'Ouest de 1928. Ce masque fait partie d'une série de 3 coulées en béton. Il s'est inspiré d'une ancienne sculpture aztèque. Il voulait imprégner son œuvre de simplicité et de puissance à la fois. Durant les années 30, Moore fait des voyages fréquents à Paris.
Il développe des œuvres de plus en plus abstraites à cause des contacts qu'il a eus avec Picasso, Braque, Arp et Giacometti, que l'on verra en fin de conférence. Il flirte même avec le surréalisme. La figure inclinée de 1939 est une sculpture en orme. On y voit une figure humaine, allongée et abstraite avec une tête, des épaules, un corps et des membres noueux. Il s'est inspiré d'une petite figurine en terre cuite de 1938 qu'il a éventuellement coulée en bronze. Les 3 points. C'est une sculpture de bronze très polie installée sur une base en bois. Moore a expliqué que lorsque 3 points qui sont tout près de se toucher ne le font pas, finalement, il se crée une tension presque électrique, un peu comme dans la création du monde dans l'œuvre de Michel-Ange, où les doigts de Dieu et ceux d'Adam viennent tout près de se toucher mais ne se touchent pas. Le groupe familial de 1945 est une première pièce en bronze de grande taille et elle symbolise les valeurs de l'après-guerre, soit l'austérité et la reconstruction. Son roi et sa reine de 1953 pointe du doigt le caractère primitif et dépassé de la royauté. Il ne s'attaque pas à des monarques vivants et il n'exclut pas que ce thème lui a été suggéré par les contes de fées qu'il lisait à sa petite fille. Je termine en vous montrant d'autres œuvres de Moore. Premièrement, La femme vêtue inclinée de 1958. On va la voir sous tous ses angles, comme il est bon de faire lorsqu'on apprécie une sculpture, de la regarder sous tous ses angles. Puis, la grande forme intérieure de 1982, son ovale avec des pointes de 1970, et finalement, sa tête de bébé. On va laisser M. Moore et on va passer à M. Jaume Pienza, qu'on voit ici, qui est un sculpteur encore vivant, qui est né à Barcelone en 1955. Il a fait ses études à l'École du design et de l'art de sa ville natale. Ensuite, il a travaillé à la Fondation Henry Moore, justement, qu'on vient de voir, et à l'atelier de Calder, à Saché, en France, qui est une résidence et centre de formation d'artistes. Après une formation classique, où il a incorporé le bronze, la fonte et le fer forgé, il joue à ses œuvres des objets de récupération, un peu comme Vaillancourt, qu'on verra tantôt. Après une période où il a fait des œuvres abstraites, il revient vers la figuration pour faire naître des jeux de sens avec des dispositifs lumineux qu'il a choisis. L'âme de Lèbre, de 2008 plutôt, qu'il a réalisé pour l'exposition internationale de Saragosse, dont le thème était « Eau et développement durable ». Les lettres sculptées représentent les cellules du corps humain faites de 70% d'eau. Ces lettres blanches et la structure creuse invitent à la réflexion sur la relation entre les êtres humains et l'eau. On voit les lettres qui sont toutes soudées sur une ossature d'acier. C'est énorme comme sculpture. La suivante s'appelle la Crown Fountain, inaugurée en 2004. Cette fontaine située dans le Millennium Park de Chicago, pour célébrer le passage du millénaire, est une de ses œuvres les plus connues. C'est une sculpture absolument géniale que j'ai eu le bonheur d'apprécier lorsque j'ai visité Chicago. 2 tours de 15 mètres de hauteur qu'on voit sur la maquette se font face aux extrémités d'un bassin d'eau peu profond. La face des tours est faite de blocs de verre derrière lesquels se trouve un réseau d'éclairage au LED qui reproduit les visages parmi les 1000 résidents de Chicago qui se sont prêtés au jeu. Ce qui est amusant par-dessus tout, c'est qu'un jet d'eau sort des tours et est positionné comme s'il sortait de la bouche de l'image représentée. Les enfants et même les adultes adorent séjourner pendant des heures dans cet univers fantaisiste, les 2 pieds au frais dans l'eau du bassin. Vraiment une œuvre absolument fantastique à mon avis. Les 3 grâces de Bordeaux.
Cette sculpture en plein cœur de la ville de Bordeaux est tout près de la fontaine du sculpteur Visconti qu'on voit à l'arrière-plan. Place Vendôme à Paris. Dans le cadre de la Foire internationale de l'art contemporain de 2012, 3 sculptures monumentales de Pienza ont trouvé un lieu d'exception pour déployer leurs silhouettes d'acier et de résine. Elles ont investi la place Vendôme, apportant un souffle artistique à ce haut lieu de la création du luxe à la française. La plus grande pièce qu'on voit ici s'intitule Istanbul Blues. C'est une sculpture de 6,5 mètres de haut, en acier inoxydable avec des notes de musique. La deuxième sculpture s'intitule Irma's Whitehead. Elle évoque une tête monumentale digne de l'île de Pâques. La troisième œuvre, Yorkshire Soul 2, un personnage haut de 3 mètres est penché sur un rocher de pierre brûlée. Ces 3 créations s'illuminent la nuit venue, délivrant un spectacle débordant de poésie à faire rêver. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais on est à Montréal. Cette sculpture s'intitule Source. Pour fêter le 375e anniversaire de Montréal en 2017, la famille Desmarais-Chrétien a commandé cette œuvre à Pienza. Il l'a baptisée Source pour rappeler le lien entre la ville et son fleuve. Elle se trouve à l'entrée Bonaventure, regardant Montréal qui évolue sous ses yeux. La sculpture représente une forme humaine composée d'un enchevêtrement de lettres dont les racines se perdent dans le sol. Source évoque aussi c'est comme si les lettres avaient une prolongation dans les racines. Pienza connaît bien Montréal car son fils y a déjà habité. The Heart of Trees 2007. Ces personnages de bronze enserrent des arbres de caféiers du Kentucky. Pour Pienza, le corps devient un médium pour transmettre l'information, une surface pour enregistrer des mots. Pienza espère qu'avec le temps, les arbres et ses sculptures vont se fondre pour devenir un. On retrouve les noms de compositeurs sur ces personnages, comme on voit Henry Purcell, Villa-Lobos, Amadeus, etc. Alors, on va quitter M. Pienza pour passer à M. Alexander Calder. Cet Américain, francophone et francophile, va côtoyer l'avant-garde parisienne des années 20, tels Cocteau, Duchamp, Léger, Le Corbusier, Miro, Mondrian et plusieurs autres. Il était né en Pennsylvanie en 1898, la même année que Henry Moore, et il s'est éteint à New York en 1976, 10 ans avant Henry Moore. Sa mère était peintre et son père, ainsi que son grand-père, était sculpteur. Qu'est-ce qu'on raconte à propos de la pomme qui tombe du pommier? En 1926, à son arrivée à Paris, il crée des jouets articulés. Très simples, comme, je ne sais pas si c'est un chien avec une épingle à linge et un bouchon de liège, j'imagine, et du fil d'acier tordu. L'année suivante, il assemble 200 personnages en fil tordu et bouts de chiffon qu'il surnomme le Cirque de Calder et qui donne des représentations à Londres, à Paris et à Berlin. Au milieu des années 50, il s'installe à Sachet en France. Puis, en 1958, il réalise au siège parisien de l'UNESCO un mobile de 10 mètres de haut fait de 2 tonnes d'acier noir à 5 bras. De 1963 jusqu'à son décès en 1976, il fait fabriquer la majeure partie de ses mobiles et stabiles à Tours, en France, dont les 3 disques rebaptisés L'Homme pour l'Expo 67 de Montréal.
Cette sculpture emblématique de l'événement sur l'île Notre-Dame est faite en acier inoxydable de 24 mètres de hauteur. C'est un de ses plus grands stabiles. Je sais que vous avez déjà vu ce stabile depuis l'exposition 67. Red Mobile de 1963. Dans cette œuvre, Calder a réuni deux influences distinctes. D'abord, le mouvement dadaïste qui s'intéressait aux mouvements non prévisibles et aussi son intérêt pour les sculptures primitives, c'est-à-dire amérindiennes, qu'il avait fréquentées durant sa jeunesse. Stabile, le dragon volant de 1975. Cette sculpture de Calder qui mesure 17 mètres et pèse 18 tonnes est considérée comme la dernière de ses œuvres. Elle est exposée à la place Vendôme à Paris, comme l'avaient été les sculptures de Pienza qu'on a vues tantôt. Bien que statique, l'impressionnante pièce semble prête à s'envoler en dégageant un puissant dynamisme visuel. Appuyée sur seulement 3 petits points au sol, cette œuvre semble délicate et légère. De par sa taille immense, elle procure au spectateur la sensation d'être un être mystique doté d'une force légendaire. Le cheval rouge. C'est une sculpture abstraite réalisée par Calder en 1974 en tôle d'acier peint qui se trouve au National Gallery of Art Sculpture Garden à Washington. Durant les 2 dernières décennies de sa vie, Calder donna la plupart de ses énergies à la création de stabiles, qui sont devenus des points de repère dans plusieurs grandes villes du monde, Montréal y inclus. Ces œuvres immenses étaient le fruit d'une étroite collaboration entre Calder et les métallurgistes de la fonderie Belmont à Tours. L'araignée rouge. Commandée à Calder en 1974, cette sculpture qui trône devant les édifices du quartier de la Défense à Paris se devait d'être puissante en résonance avec la monumentalité du site et s'inscrire comme un repère évident. Mesurant 15 mètres de haut et 25 mètres de long, d'un poids de 65 tonnes, cette œuvre a été inaugurée en 1976, l'année du décès de Calder. Cette sculpture est dans la lignée de l'œuvre suivante, le Flamant rose de Chicago. C'est un stabile de couleur rouge, haut de 16 mètres, situé sur la Federal Plaza de Chicago. Le flamingo a été dévoilé en 1974. Calder a choisi cette couleur pour faire contraste au building noir dessiné par l'architecte réputé Mies van der Rohe. Malgré la grande taille de cette sculpture, les promeneurs sur la plaza, peuvent marcher sous et autour d'elle. La forme donnée au flamingo fait allusion au domaine naturel et animal. Les courbes de l'œuvre contrastent aussi avec la géométrie sévère des bâtiments qui l'entourent. Nuage, encore, le Flamant rose de Chicago. Nuage flottant. Cette œuvre de 1953 se trouve à l'Université de Caracas au Venezuela. Originalement, les panneaux conçus à l'origine comme œuvre d'art étaient installés à l'extérieur du bâtiment. Mais comme l'auditorium de cette salle universitaire souffrait d'une acoustique épouvantable, on a décidé de prendre les panneaux à l'extérieur et de les relocaliser à l'intérieur au plafond pour essayer d'améliorer l'acoustique. Et ça a donné vraiment une acoustique absolument fantastique. Alors, les panneaux sont faits en bois, ils sont suspendus du plafond par des câbles d'acier pour permettre des orientations variées en fonction des besoins de l'acoustique. Alors, on va quitter M. Calder. Il demeure l'inventeur du stabile et aussi, évidemment, des fameux mobiles qu'on voit ici. Alors, on quitte M. Calder pour rejoindre un Québécois, M. Armand Vaillancourt, qu'on voit ici dans sa jeunesse. Alors, il est né à Black Lake, au Québec, en 1929. Il a donc près de 93 ans. Il est toujours bien actif comme sculpteur.
Il a déjà été fait chevalier de l'Ordre national du Québec et lauréat du prix Paul-Émile Bordua. Une de ses premières œuvres, c'est l'arbre de la rue du Rocher, qu'on voit ici. En 1953, Vaillancourt sculptera même la rue, cet arbre, condamné par la ville, situé sur la rue du Rocher dans le centre-ville. Cette sculpture a fait plusieurs curieux parmi les passants, ne sachant comment la qualifier. Cette œuvre, finalement, a été transportée au Musée national des beaux-arts du Québec. Elle aura quand même réussi à éveiller les consciences à l'écologie et l'est considérée comme la fondatrice de la sculpture moderne au Québec. La Force. Exécutée en 1963 lors du premier symposium de sculpture en Amérique du Nord, cette œuvre de fonte est installée dans le parc du Mont-Royal, près du lac des Castors. Elle présente une inétonnante variété de textures. Le métal en fusion figé dans sa forme, les armatures visibles à certains endroits rendent compte du processus de fabrication de cette sculpture. Je me souviens, en fonte coulée, elle a été présentée au symposium de sculpture de Hyde Park à Toronto en 1967. Il fallait être culotté pour donner pareil titre à Toronto à cette époque de bouleversement politique au Canada. Écran d'acier. Sculpture en fonte réalisée aussi en 1967. Elle vise à permettre de voir l'environnement urbain différemment. C'était une commande de la Commission de la capitale nationale du Canada. Québec libre. C'est le titre de cette sculpture réalisée à San Francisco en 1971 et c'est sa sculpture la plus connue. C'est vraiment une œuvre monumentale de 61 mètres de long, de 43 mètres de large et de 11 mètres de haut, installée en plein cœur de la ville de San Francisco. Et elle a donné lieu à diverses polémiques. Cette œuvre représente bien pour Vaillancourt le lien entre ses convictions politiques et ses sculptures. La nuit précédant son inauguration, Vaillancourt y inscrit en lettres rouges un retentissant « Québec libre ». Voyant le lendemain que les employés municipaux étaient venus effacer son inscription, Vaillancourt ne fit ni une ni deux, il grimpa sur la sculpture et y inscrit à plusieurs reprises la fameuse phrase. El Clamor, réalisé à Santo Domingo, en République dominicaine, pour rendre hommage aux peuples latino-américains en 1985. Encore une fois, ses convictions politiques s'expriment à travers son art. Cette sculpture de 7 mètres de long, de 2 mètres de large et de 3 mètres de haut est faite de pierres sculptées, entourée de barbelés et surmontée de 92 mains en acier qui symbolisent la lutte des peuples contre la répression et l'emprisonnement. Elle a été érigée à l'occasion du 500e anniversaire de la venue de Christophe Colomb en Amérique. La passerelle Armand-Vaillancourt. Elle est située à Plessisville. Elle franchit la rivière Bourbon au cœur du parc du même nom. Construite en 1991, elle a été sacrée immeuble patrimonial par la municipalité en 2010. Cette passerelle, conçue en collaboration avec un ingénieur en structure, est impressionnante de sobriété, de finesse et d'élégance. Ajourée, elle permet une vue exceptionnelle du site environnant, au grand plaisir des yeux. Les citoyens de Plessisville, extrêmement méfiants devant ce projet à ses débuts, se sont radoucis au fur et à mesure que les travaux avançaient. Finalement, une forte majorité d'entre eux s'est ralliée au projet. La Force ouvrière de 2016. La ville de Longueuil a inauguré cette année-là la plus impressionnante œuvre d'art public de Vaillancourt. Cette œuvre est un hommage posthume à Michel Chartrand, qui était un résident de cette ville, en plus d'être un militant syndical bien connu. On voit que les deux hommes partageaient les mêmes valeurs communes de solidarité et de justice. D'une hauteur de 10 mètres, sa monumentalité lui confère une éloquence théâtrale.
Son auteur, Armand Vaillancourt, est un artiste qui ne cessa de clamer haut et fort son engagement social et politique que partageait sans aucun doute Michel Chartrand. Alors, on va quitter M. Vaillancourt pour regarder le mouvement du mois qui s'intitule « L'art cinétique ». C'est un courant artistique qui propose des œuvres contenant des parties qui peuvent bouger. Le mouvement peut être produit soit par le vent, par le soleil, par la gravité, ou par un moteur, ou même par un spectateur. L'art cinétique englobe une grande variété de techniques et de styles qui se chevauchent souvent. Même si l'expression art cinétique ne date que de 1960, les premières manifestations de ce mouvement sont apparues vers 1910 avec le mouvement futuriste et dans certaines œuvres de Marcel Duchamp. Plus tard, Calder a inventé la mobile, cette sculpture formée de fils et de pièces métalliques qui sont mises en mouvement par le vent ou par un courant d'air tel qu'on en voit ici. Un autre exemple est le cycle de la vie de M. Aschenborn en 2003. Ici, c'est un moteur qui fait tourner la pièce comme vous pouvez voir dans cette vidéo. Theo Jansen, qu'on voit de dos ici, invente des créatures mues par le vent et qui courent sur les plages. Alors, c'est une structure très, très légère en pièces de bois qu'on peut voir ici et qui sont munies également de toiles pour que le vent puisse les faire bouger. Alors, c'est très, très spectaculaire à voir. Quand ils ventent, là, on dirait que ces sculptures-là sont vivantes, d'aller voir courir littéralement sur les plages. M. Andrew Dark a produit Air Compass qu'on voit ici, qui est mu aussi par le vent. Excusez-moi. Ça, c'est une pièce qui est mue par le vent également, un peu rudimentaire, soit. À Prague, le génial sculpteur David Cerny a réalisé cette sculpture de la tête du romancier national Franz Kafka en superposant 42 plateaux en acier inoxydable qui tournent autour d'un axe, mais à des vitesses variables, de sorte que, pendant la rotation, la tête de Kafka se déforme. Ici, là, ce ne sont pas 4 sculptures que vous voyez, c'est 4 étapes de la rotation de la tête de M. Kafka. Vous voyez, des fois, on le reconnaît presque, des fois non. Ici, on voit en pleine rotation ce que ça peut donner, comment les disques tournent à des vitesses variables, mais en définitive, ça finit par se replacer et voilà, à la fin de la rotation, la sculpture est maintenant complète et prête à recommencer une rotation suivante. Nous allons voir maintenant l'œuvre de M. Lorenzo Bernini. En français, souvent, on l'appelle le Bernin, qui était né à Rome en 1598 et décédé en 1680, donc à l'âge de 82 ans. Il a été sculpteur, peintre, architecte. On le surnommait le second Michel-Ange. Son art est baroque et se caractérise par la recherche du mouvement, par la torsion qu'il imprime à ses personnages, par le spectaculaire et par ses effets d'illusion qu'il utilise. Il a été la figure de proue de l'art baroque italien. Alors, allons voir quelques-unes de ses œuvres. Celle-ci s'intitule « Saint-Laurent sur le grille ». En 1614, âgé de seulement 16 ans, Bernini nous montre Saint-Laurent au moment de son martyre, brûlé vif sur un grille.
faune émoustillée par des amours. En 1617, donc à l'âge de 19 ans, Bernini réalise cette œuvre conjointement avec son père. Cette statue se retrouve au Metropolitan Museum de New York. L'œuvre contient 5 personnages et dépeint un combat enfantin entre un faune et 2 putti. L'interprétation de cette œuvre veut qu'elle représente une juxtaposition entre l'amour divin et la luxure terrestre. Au lieu d'émoustiller le faune qui symbolise la luxure animale, les 2 putti symbole de l'amour divin, repoussent son agression indécente. L'âme damnée de 1619. C'est un buste en marbre. L'homme damné, qu'on voit ici, est épouvanté. Ses yeux sont en furie. Il est incapable de contenir la douleur qui est en lui. Sa démence transforme ses cheveux en flammes. L'enlèvement de Proserpine de 1621. C'est une sculpture en marbre de style baroque. On voit Proserpine enlevée par Pluton. La composition de l'œuvre se fait en spirale et veut accentuer le dynamisme dramatique qui est souligné par le mouvement des cheveux et des drapés. L'empreinte des doigts du dieu des enfers dans les cuisses de Proserpine est une grande virtuosité et elle participe beaucoup à l'effet dramatique de cet enlèvement. David, en marbre et datant de 1624. David a toujours représenté la force, le courage et la noblesse. Dans cette œuvre, on ressent son dynamisme et sa concentration intérieure. On le voit en plein combat avec le géant Goliath et on constate sa volonté de sortir gagnant de ce duel. Le public du XVIIe siècle a été étonné de la façon dont le sculpteur a pu créer l'illusion de la présence de second combattant. Toutes les émotions et les sentiments des héros sont facilement visibles sur son visage. Aîné, Anchise et Ascagne. En 1619, c'est une statue en marbre. Cette œuvre nous montre Aîné fuyant la ville de Troie qui est en flammes et amenant son père Anchise sur ses épaules. Ce dernier tient dans sa main une statuette de l'art, le dieu protecteur du foyer. Cette scène est décrite dans l'Énéide, le poème épique de Virgile. Apollon et Daphné. En 1625, également en marbre, c'est un sujet mythologique qui montre le dieu Apollon et la nymphe Daphné. Pour se venger d'Apollon qui s'était moqué de lui, le dieu Eros, divinité de l'amour, décoche simultanément 2 flèches. Une en or ira sur Apollon, qui le rend follement amoureux de Daphné. Et l'autre flèche, en plomb celle-là, ira sur la nymphe pour lui inspirer le dégoût de l'amour. Alors qu'Apollon la poursuit, celle-ci demande à son père, le dieu Péné, de lui venir en aide. Celui-ci, pour l'aider, la transformera en laurier. On voit déjà que, regardez les doigts de la jeune nymphe qui se transforment déjà en feuilles, en feuillage. Elle est vraiment en train de se transformer en arbre. On constate le changement du corps de la nymphe en arbre et en même temps que l'étonnement de ce pauvre Apollon. Tête de la Méduse. Réalisé en 1640, également en marbre, Bernini lui prête plutôt une expression de souffrance. Contrairement aux autres représentations de la Méduse, où on ne voit qu'un masque ou que la tête est coupée, comme dans le percé de Cellini qu'on voit ici, qui a tranché la tête de la Méduse, on la voit ici en buste. Or, la jeune femme représente un visage d'une beauté parfaite qui n'est ni terrifiant ni transformé par la frayeur, comme dans le tableau du Caravage qu'on voit ici.
La statue équestre de Louis XIV, en 1677, en marbre. C'est Bernini lui-même qui a proposé au souverain français de faire cette sculpture du roi Soleil. Le cheval, qui est fringant et impatient de partir à bride abattue, représente toute la vigueur et l'énergie ambitieuse du souverain français. Le baldaquin central de Saint-Pierre au Vatican. On voit les colonnes torsadées en spirale qui sont faites de bronze, qui avaient été érigées à la demande du pape Urbain VIII. Pour ce faire, le pape Urbain VIII avait fait enlever sur le toit du Panthéon, ce magnifique immeuble de l'Antiquité romaine, toutes les tuiles du toit en bronze. Il les avait fait couler dans une fonderie et il les avait données à Bernini pour qu'il fasse les colonnes de ce prétentieux petit baldaquin en plein centre du Vatican. Alors, on va saluer M. Bernini, qui était vraiment un sculpteur de génie, pour aller rejoindre Camille Claudel, cette sculptrice française qui était née en 1864 et qui est décédée en 1943. Son style de sculpture est à la fois expressionniste, mais aussi réaliste. Elle fut la sœur de l'écrivain, diplomate et académicien Paul Claudel, mais aussi la collaboratrice du grand maître Auguste. On la voit ici dans un atelier en train de travailler. Elle a été la collaboratrice d'Auguste Rodin, qu'on voit ici. Sa carrière a été brillante, même si assombrie par un internement psychiatrique et une mort dans l'anonymat. Dans les années 1980, un livre d'abord sorti, puis un film sur sa vie, l'ont fait émerger de l'oubli collectif. Dès son adolescence, Camille est passionnée par la sculpture et commence à travailler la glaise. Elle fait une sculpture de son grand frère Paul Claudel, pour lequel elle avait beaucoup d'admiration. C'est grâce à cette œuvre en bronze qu'elle a attiré l'attention d'Auguste Rodin et de son mécène, le baron de Rothschild. Les bourgeois de Calais. Elle participe en tant que collaboratrice dans l'atelier de Rodin à ce groupe de statues. La légende veut que ce soit elle qui avait la charge de faire les mains des statues. Très vite, la connivence et puis la complicité artistique suivie de la relation amoureuse s'installe entre Rodin et Camille, malgré la différence d'âge. Rodin déclara publiquement, en parlant de Camille, « Elle est devenue ma praticienne la plus extraordinaire. Je la consulte en toutes choses », qu'il a dit en parlant de Camille Claudel. Le baiser de Rodin en 1898. La statue en marbre blanc et grandeur nature est représentée au Salon de Paris en 1898 et le public est sous le choc. On chuchote « Le baiser, quel morceau de maître! Jamais marbre n'a plus vécu ». Rodin aurait été inspiré par l'histoire d'amour qu'il vivait avec Camille. La main droite de l'homme, qui est posée sur la cuisse de la jeune femme, semble géante. Rodin jouait souvent sur les proportions pour obtenir une expression dramatique. Cette main posée sur la hanche de la jeune femme semble frémir au contact de sa peau. Camille Claudel au bonnet. En 1885, Rodin, fasciné par le visage de Camille Claudel, en fera plusieurs portraits, dont celui-ci. La passion amoureuse entre ces deux-là durera une bonne dizaine d'années. Toutefois, Rodin refusera toujours de la marier, préférant garder son union avec Rose Beuret, avec laquelle il était en couple déjà depuis 20 ans quand il a connu Camille. La jeune fille à la gerbe.
Cette sculpture en terre cuite a été réalisée par Camille elle-même en 1886. Cette sculpture a été déclarée trésor national par la France en 2003. Vertum et Pomone de 1905. C'est reconnu comme le premier grand chef-d'œuvre de Camille Claudel, qui inaugure son esthétique propre à la fois expansive et intimiste, et qui reflète sa passion avec Rodin. On la voit ici travailler sur cette sculpture-là. La valse de 1905 également. Cette œuvre autobiographique marque le point de rupture de son amour et de sa folle passion pour Rodin. Cette sculpture représente un couple de danseurs nus, amoureusement enlacés, entonné dans un tourbillon donné par le mouvement du drapé. Camille a offert cette œuvre à Chopin, qui la garda précieusement dans son studio jusqu'à sa mort. La petite châtelaine. En 1896, Camille représente cette petite fille de 6 ans, Marguerite Boyer. C'est une des premières œuvres où elle se détache nettement de l'influence de Rodin. Le banquier Alphonse de Rothschild lui a acheté une réplique en bronze de cette œuvre. L'âge mûr de 1913. Cette œuvre témoigne du cruel abandon par Rodin de Camille qui l'implore à genoux de la rejoindre, alors que celui-ci retourne vers sa rose beurrée. Certains autres y voient le vieillissement de Rodin qui est entraîné vers la mort au grand chagrin de Camille, qui essaie de le retenir. En effet, il décédera 4 ans plus tard. Le buste de Rodin, c'est un buste que Camille a réalisé en 1897 et il est ici en bronze. À partir de 1913, Camille s'enferme dans sa solitude et combat la paranoïa. En asile psychiatrique, elle est diagnostiquée d'une psychose paranoïaque. Elle y restera internée 30 ans jusqu'à sa mort en 1943. Une bien triste histoire que celle de Camille Claudel. Heureusement, depuis 2017, un musée avec ses œuvres a ouvert en banlieue de Paris pour perpétuer sa mémoire. Maintenant, je vais vous parler d'une technique de sculpture, le contrapposto. Ce terme italien veut dire, en fait, déhanchement. Il s'applique aux statues au repos quand le poids du corps est porté par une seule jambe pendant que l'épaule au-dessus de cette jambe est légèrement remontée, ce qui n'est pas le cas de la statue qu'on voit ici actuellement. Cette position permet de donner au personnage une impression plus vivante et naturelle à cause de l'effet de tension du corps. Lorsque le poids du corps est également réparti entre les deux jambes, comme on peut voir maintenant, on voit que l'effet est beaucoup plus statique. On dit que l'invention du contrapposto remonte à Polyclète, qui vécut au 6e siècle avant Jésus-Christ. Dans la sculpture grecque, la jambe libre est rejetée légèrement vers l'arrière. Même la Vénus de Milo, qui se trouve au Louvre, affiche cette pose. Michel-Ange, dans son fameux David, utilise aussi cette technique. Les lignes rouges qu'on voit sur l'image indiquent là où les muscles sont tendus, tandis que les muscles détendus sont montrés en bleu. La statue de Cellini, qui se trouve sous la Loggia dei Langi à Florence, montre Persée tranchant la tête de la Méduse qu'on a vue tantôt. Cette sculpture, qui est considérée comme un chef-d'œuvre de la Renaissance, montre un contrapposto très accentué dans un geste de triomphe héroïque. Passons voir maintenant le sculpteur flamand Adrien de Vries.
Il était né à La Haye en 1556. Et il est décédé à Prague en 1626. Il était spécialisé dans les œuvres en bronze. Après des stages de formation en Italie, il fait carrière dans l'Empire austro-hongrois en s'installant à Prague. En 1601, il est nommé sculpteur de la cour impériale de Rodolphe III. Il remplira aussi des mandats pour le roi du Danemark et pour l'empereur Mathias Ier. Allons voir une de ses œuvres, Mercure et Psyché. De 1593, c'est une sculpture en bronze. Elle est au musée du Louvre. Son œuvre, dans sa répartition novatrice du poids et dans son mouvement en spirale, crée une illusion inhabituelle de vol. Les figures sveltes de la sculpture, l'allongement des mains et ses doigts minces étaient les éléments clés du style maniériste de ce sculpteur. Cette sculpture rend un hommage à son tuteur, Giambologna, qui avait fait ce Mercure qui défie la gravité. La fontaine de Mercure en 1599 et la fontaine d'Hercule en 1602, ces fontaines ont été érigées dans la ville d'Augsbourg, en Bavière. Après avoir passé 2 ans en Italie, il vient s'établir dans cette ville allemande où on lui demande de réaliser ces 2 fontaines, magnifiques qui ont contribué à faire connaître le style baroque par son élégance initiée par Giambologna et développée par De Vries. Le buste de Mathias Ier, empereur. Après la mort de Rodolphe III, qui avait été son protecteur, De Vries reste à Prague où il réalise notamment le buste de son successeur Mathias Ier. Le roi Christian du Danemark. De Vries s'est appelé à produire cette statue du roi du Danemark qui fut un homme cultivé dans un monde raffiné. Il est passionné, il a du courage et un profond sens du devoir et celui de l'invention d'un réformateur né. Caïn tuant Abel, en 1622. Cette statuette peut être vue aussi bien de tous côtés car les personnages pivotent autour de leur propre axe. Ce fait est un trait marquant du maniérisme en art baroque. C'est un style qu'il avait approfondi avec son maître Giambologna à Florence. La fontaine de Neptune, au château de Frederiksborg, au Danemark, en 1623. Cette commande fut passée par le roi Christian IV quand les armées suédoises ont envahi le Danemark. Elles ont emporté comme butin de guerre de nombreuses œuvres de ce sculpteur. C'est par conséquent en Suède qu'il faut se rendre pour contempler l'essentiel des œuvres créées par De Vries, qui, on le rappelle, était hollandais d'origine. Le viol de Proserpine de 1621. Dans sa composition de l'œuvre, De Vries a été influencé par Giambologna qui avait fait le Rap des Sabines, qu'on retrouve à Florence dans la Loggia dei Lanzi, à côté du percé tranchant la tête de la Méduse qu'on a vu tantôt. On ne peut pas dire honnêtement que l'élève a dépassé le maître dans ce cas-ci. Alors, on va quitter M. Adrien De Vries, qui a été un artiste original, désormais reconnu comme un des meilleurs sculpteurs de son époque. Il fut un bronzier étonnant, capable de toutes les prouesses techniques. Il avait beaucoup emprunté, certes, à Giambologna dans ses premières œuvres, mais il a su donner une interprétation très personnelle du maniérisme, passant au cours de sa carrière de formes lisses à des créations pleines de tension, puis à des volumes fluides aux surfaces frémissantes. Alberto Giacometti. C'est un sculpteur suisse-italien, né en 1901 et décédé en 1966. On le voit ici dans son atelier pendant qu'il est à l'œuvre. Son père était peintre et il a encouragé son fils à s'intéresser aux arts. Sa première sculpture est un buste de son frère Diego qu'il a réalisé à l'âge de 13 ans. Il quitte la maison familiale à l'âge de 18 ans
pour étudier à l'École des beaux-arts de Genève, où il s'est inscrit dans la classe de sculpture. Après avoir visité l'Italie pendant 2 ans, il déménage à Paris et s'installe en Montparnasse, et il visite souvent le Louvre, où il découvre le cubisme, l'art africain et les statues grecques. En 1924, en 1927 et 1928, il exposera ses premières œuvres au Salon des Tuileries. Une première œuvre, La femme cuillère. En 1927, c'est une statue en plâtre. Cette première sculpture se présente de face, sans bras ni jambes, sur un piédestal. La forme évasée du ventre réceptacle est un symbole de fertilité. Il avait été inspiré par une exposition d'art africain et océanien. Femme plate. La forme de cette œuvre s'apparente aux sculptures cubistes de ses débuts, avec des influences primitives, alors que dans ses pièces précédentes, les signes de relief étaient très marqués. Ici, le relief est très subtil, fait de légères concavités, d'incisions fines et d'arrondis délicats. C'est la lumière qui anime cette œuvre. Hommes et femmes. Les 2 figures de l'œuvre sont réduites à l'état d'éléments linéaires géométriques. Il utilise des arcs, des obliques, des zigzags pour montrer le côté aigu des choses de la vie. Dans son esprit, la tension violente de la distance entre 2 êtres humains se reconjugue en 2 arcs opposés à polarité contraire, 2 figures réduites à leurs attributs sexuels primaires. C'est le schéma visuel de l'acte sexuel dans toute son ambiguïté, c'est-à-dire le rejet et l'acceptation du coït. Il se rapproche des surréalistes et il expose aux côtés de Miro, d'André Breton et de Salvador Dali. La boule suspendue de 1930 est une œuvre clé dans sa carrière. Elle impressionne fortement le cercle des surréalistes, qui sont pour lui un cercle d'amis stimulants, mais aussi un système de soutien professionnel. Les fines tiges du cadre sont en métal noir, tandis que la boule et le croissant sont en bois. Femme au chariot, en 1945, en plâtre et en bois. Pour des raisons de difficulté d'approvisionnement durant la guerre, il ne réalise que des œuvres minuscules pendant cette période. Il réalise sa première œuvre monumentale en 1945, à la fin de la guerre. Cette femme grandeur nature est un personnage figé qui rappelle une figure de l'Antiquité grecque. L'homme qui pointe, de 1947. Cette œuvre en bronze peint est de grandeur nature elle aussi. C'est la sculpture la plus chère jamais vendue, 146 millions de dollars en 2015 dans un encan new-yorkais. Oh, pardon. L'homme qui marche. C'est l'œuvre la plus connue de Giacometti et c'est même devenu une icône de l'art du 20e siècle. À mi-chemin entre le figuratif et l'abstraction, elle témoigne de la quête inlassable de Giacometti pour représenter l'essentiel de l'être humain. Ses dimensions intemporelles et universelles lui confèrent une puissance symbolique aux résonances très fortes. 3 hommes qui marchent. En 1948, Giacometti montre ici une scène urbaine où on voit 3 personnages qui marchent dans des directions différentes sans se regarder l'un l'autre. La marche peut être considérée comme l'image de la condition d'artiste continuellement à l'exploration du monde à travers le mouvement et son imagination créatrice. Le nez de 1950, c'est une œuvre que Giacometti a retravaillée de très, très nombreuses fois. C'est emblématique de sa recherche pour trouver les proportions et les dimensions justes. La version finale de sa tête montre une bouche ouverte, mais la langue n'est plus visible. Aussi, les yeux et les oreilles ont disparu. La cage n'a pas changé par rapport à 1948.
L'artiste ne semble toutefois jamais satisfait de son œuvre. Giacometti raccourcit les jambes avant d'envoyer la pièce à la fonderie. Grande tête mince de 1954. Elle aurait été vendue 53 millions de dollars à l'encan. Vu de différents points de vue, on dirait deux sculptures distinctes. De face, cette tête est mince comme un couteau. De profil, c'est la silhouette d'une tête complète et en contradiction avec la vue précédente. L'homme qui chavire, de 1950. Elle s'inscrit dans la lignée de l'homme qui marche. Elle témoigne d'un intérêt pour le déséquilibre. Pour l'instant, où tout chavire. Cette fascination découle peut-être du fait que Giacometti avait eu un accident de voiture qui l'avait laissé un peu amoché et qui régulièrement il était victime de vertige et il pouvait tomber comme le montre cette sculpture. Sa dernière sculpture, Le Chien, de 1951. Ce chien est un digne compagnon de l'homme qui marche. Comme son maître, qui semble écrasé par les aléas de la vie, ce braque ou lévrier, on ne sait trop, exprime la lourdeur à l'horizontale, alors que l'homme qui marche exprime la fragilité à la verticale. Et sur ce se termine la conférence d'aujourd'hui. Maintenant, on voit une dernière image de Giacometti. Maintenant, passons au quiz du mois de janvier. Alors, première question, je vous demande de nommer 2 sculpteurs dont les œuvres se retrouvent à Montréal. On en a vu 3 aujourd'hui qui ont des œuvres à Montréal. Je demande de m'en nommer 2. Dans quelle ville américaine que j'ai eu le bonheur de visiter retrouve-t-on la Crown Fountain de Jaume Pienza? Et la dernière question, de qui Rodin parlait-il en déclarant « C'est ma praticienne la plus extraordinaire, je la consulte en toutes choses ». Alors, une fois que vous aurez rempli vos bulletins de vote, je vous demanderai de soit de me les envoyer à l'adresse courriel indiquée ou à venir les porter à la réception du CABA. Maintenant, j'aimerais vous dire 2 mots sur la prochaine conférence du mois de février, qui va avoir lieu le 24, comme on l'a mentionné au début. Alors, je vais vous donner le plan de cette conférence-là. Alors, nous allons retourner au monde de la peinture. Alors, l'artiste espagnol qu'on va voir en premier, c'est El Greco. Le peintre américain, ça va être Edward Hopper. Le peintre québécois, Clarence Gagnon. Le mouvement du mois, ça va être les pré-raphaélites. Si j'ai choisi de placer ce mouvement-là à cet endroit-là dans la conférence, c'est que le peintre qui va suivre est justement un des pré-raphaélites, Will Waterhouse. Puis nous allons plaire à certains en parlant de l'italien, le Titien, et suivi du français, Édouard Manet. L'info techno du mois, ça va être le collage, cette technique du collage. Et nous allons conclure avec deux grands champions de la peinture, le flamand Peter Bruegel l'Ancien et le tchèque qui est à l'origine du mouvement Art Nouveau, Alphonse Mouchat. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et on se rencontre dans un mois. Merci beaucoup. Comment ils vont faire pour se procurer le quiz? Ben, je vais demander à Julie
de renvoyer par, ben, en tout cas aux gens qui se sont inscrits par la conférence d'aujourd'hui. Hein? Oui. Bon, ben voilà, on peut allumer. OK. Je sais pas comment tu fais, Bravo. Merci. Merci. Pourquoi? Fermer ça, là. Je vais me mettre ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais fermer ça, mais c'est pas grave.